Bien, mes chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous recevons aujourd'hui M. Roch-Olivier Mestre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, accompagné de Guillaume Blanchot, directeur général, et Mme Justine Boniface, directrice de cabinet du président. Madame, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation avec Cédric Roussel pour cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Il était essentiel pour nous de convier les pouvoirs publics en charge de la réglementation et de la régulation dans le domaine de la diffusion du sport. Le CSA est donc un invité particulièrement important pour aborder le paysage actuel de la diffusion du sport à la télévision et plus particulièrement la question du sport en clair. Nous aimerions également évoquer avec vous les enjeux liés à la contribution au financement de la création audiovisuelle et cinématographique par les nouveaux acteurs de la diffusion du sport. Je pense ici aux plateformes OTT. Sans plus attendre, je vous laisse la parole, M. Roch-Olivier Mestre, pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec le rapporteur en particulier, M. Cédric Roussel. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, de votre accueil ce matin. Merci de m'exprimer devant vous dans le cadre de cette mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. C'est un sujet qui occupe les équipes du CSA, en particulier depuis quelques mois, et auquel on attache une grande importance. Le Conseil a eu l'occasion, à travers notamment différents avis, de s'exprimer sur le sujet. Donc nous sommes très heureux de pouvoir, en qualité de régulateur du secteur, apporter notre concours à votre réflexion sur ce sujet. Avant d'évoquer les perspectives d'évolution des droits de diffusion audiovisuelle du sport du point de vue du régulateur, je souhaiterais, si vous le permettez, revenir en quelques mots sur une récente publication du Conseil consacrée à la diffusion sportive à la télévision, sur l'affaire Mediapro ensuite, qui est, je le sais, au cœur de vos réflexions. Et puis, bien évidemment, je serai disponible ensuite avec Guillaume Blanchot, le directeur général du CSA, pour répondre à vos questions. Quelques mots d'abord pour rappeler les éléments saillants du panorama des contenus sportifs diffusés à la télévision que nous avons publié en juillet dernier. Et pour votre mission et pour vos collègues qui ne l'ont pas vu, je recommande ce texte qui est très, très riche en informations. C'est une étude que nous avons conduite avec le concours de nos collègues de l'ADOPI, l'autorité en charge de la lutte contre le piratage, avec qui nous fusionnons prochainement, comme vous le savez, puisque au 1er janvier, le CSA disparaîtra pour renaître de ses cendres à travers l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, conformément à la loi qui a été tout récemment adoptée par le Parlement. Alors sur l'offre de sport d'abord, 2020, donc le sport est réparti sur 14 chaînes nationales de télévision, gratuites, généralistes ou thématiques. 10 groupes se partagent le marché. 4 groupes de télévision gratuites, donc France Télévisions, TF1, M6 et le groupe Amaury. 4 groupes de télévision payants, donc Being, Discovery, PMU et Media One. Et 2 groupes qui diffusent à la fois en gratuit et en payant, donc Canal+ et Altis Media. Sur l'audience des retransmissions sportives en télévision gratuite ensuite, on relève qu'entre 2017 et 2019, le sport a été le seul type de programme à même de rassembler plus de 11 millions de téléspectateurs. Donc je pense que c'est un élément qu'il faut qu'on ait tous en tête, c'est que le sport est un élément éminemment fédérateur au sein de notre société. De 2018 à 2019, 6 des 10 meilleures audiences de la TNT gratuite ont été réalisées par des retransmissions sportives. C'est dire combien les Françaises et les Français sont attachés à ces retransmissions. Et la situation de 2020 a naturellement été très différente du fait de la pandémie, avec des programmes d'information qui ont occupé, vous le savez, très,
très largement les écrans, le sport étant pour sa part gravement affecté, bien évidemment, par l'interruption des manifestations sportives. Troisième élément de cette étude que je rappelle devant vous, sur la valeur du marché des droits sportifs en France. Elle est estimée à 1,65 milliard d'euros au deuxième semestre 2020. C'est une valeur qui est très majoritairement et sans surprise captée par le football, 80% donc de cette valeur, donc près de 40% pour la seule Ligue 1 de football. Les droits de la Ligue, je souhaite là aussi souligner ce point devant vous, vous le savez, ont été multipliés par 5, c'est considérable, entre la période 98-2001 et la période 2020-2021. Progression très spectaculaire. Le rugby, lui, arrive en deuxième position, avec 9% de valeur du marché, très loin devant les autres disciplines qui représentent à peu près 11%, donc la part restante. Donc c'est une étude qui permet de resituer le contexte de nos échanges, de mesurer la force de frappe des acteurs qui sont engagés sur ce marché. Un marché qui est, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, dans votre propos introductif, qui est caractérisé par l'entrée de nouveaux éditeurs, l'équipe et Being Sport en 2012, SFR Sport en 2016, par une stratégie de maximisation de la valeur des droits. C'est vraiment l'une des caractéristiques plus que de la décennie écoulée, en particulier footballistique, et puis l'arrivée, bien sûr, dans ce paysage des grands acteurs de la sphère digitale qui viennent peser et peser avec le poids que l'on sait sur cet univers. Alors, par ailleurs, donc c'est le deuxième point de mon intervention, ces tendances que je viens de rappeler se sont particulièrement illustrées dans l'affaire Mediapro, sur laquelle je voudrais m'arrêter quelques instants. Je ne vais pas refaire la chronologie, parce que vous connaissez, vous avez entendu tous les acteurs, y compris les responsables de ce projet, et donc vous êtes parfaitement éclairés. Ce que je voudrais rappeler, en tout cas, c'est que dans notre avis à l'autorité de la concurrence du 8 avril dernier, relatif à la saisine contentieuse du groupe Canal+ contre les modalités de consultation du marché qui avait été lancée par la Ligue de football professionnel, nous avons souligné que, à nos yeux, le monopole de la Ligue sur les droits de la Ligue 1 et les modalités de leur attribution favorisaient, ces procédures qui ont été construites à cette fin, favorisaient l'inflation du prix des droits, et que cette inflation conduisait en réalité à une fragmentation des droits entre les éditeurs des services audiovisuels payants, avec un effet très direct pour le téléspectateur. Ces derniers donc, se retrouvent en effet à devoir souscrire plusieurs abonnements, du fait de la nature des lots constitutifs de la procédure d'appel d'offres lancée par la Ligue, donc une pluralité d'offres, une pluralité d'abonnements, si on veut être en mesure de suivre les matchs d'un même championnat, avec des sommes qui sont difficilement supportables pour les foyers. On a fait une autre étude particulièrement intéressante sur les plateformes de vidéo par abonnement, qui est aussi un phénomène qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et on voit bien, et on comprend bien pour tout un chacun, qu'il y a une limite pour le consommateur, une fois qu'on a payé son abonnement à sa box, une fois qu'on a payé les abonnements au smartphone, son smartphone, celui de son épouse, celui de ses enfants, une fois qu'on a payé 1 ou 2 abonnements à une plateforme de vidéo par abonnement, il y a un effet plafond, il y a un budget moyen du consommateur qui n'évolue guère. Il y a un moment où le consommateur est obligé de faire des choix. Et donc cette situation d'inflation, de fractionnement, de multiplication des abonnements, si on veut couvrir l'ensemble, a un effet très direct sur la recrudescence des pratiques de piratage qui se sont considérablement développées en matière sportive. Nos collègues de la DEPI l'ont souligné. D'autant plus que le football, dont on connaît la dimension
éminemment populaire dans notre pays et sur le continent européen, est la discipline la plus touchée par ce phénomène. Les plus grandes compétitions peuvent générer jusqu'à plus de 600 000 pirates par match. C'est tout à fait considérable. Et l'étude que nous avons conduite avec l'ADOPI en mars dernier éclairait les origines et les modalités du piratage. Nos collègues vous en parleront sûrement. Je ne sais pas si vous avez déjà auditionné ou si vous avez prévu les auditionner, mais enfin, ils vous donneront des éclairages sur ce sujet. Et le législateur, comme vous le savez, donnera à ces acteurs du monde sportif de nouveaux outils, notamment des procédures de référé en urgence, permettant de lutter contre ces sites de streaming illégaux qui permettent ce piratage sportif. En plus de cet avis à l'autorité de la concurrence, le Conseil a souhaité souligner directement, dans un courrier adressé au gouvernement, les risques qui nous paraissaient associés à cette stratégie de maximisation de valeur des droits de la Ligue de football et de ses conséquences négatives à nos yeux pour le secteur de la télévision payante. Il a invité, et votre mission participe directement à cet exercice, à l'ouverture d'une réflexion par les pouvoirs publics sur un encadrement du processus par lequel la Ligue définit les modalités d'attribution des droits de la Ligue 1. Notre constat, au bout du compte, c'est que cette inflation qui s'est traduite par des progressions spectaculaires, je rappelais les chiffres tout à l'heure, une progression par 5 sur les 20 dernières années, des montants, ont des conséquences en cascade, conséquences pour les éditeurs, avec une forme d'éviction du sport en clair des écrans de télévision, et avec le risque de priver les parties des téléspectateurs de l'accès aux manifestations sportives, du fait du fractionnement, donc des conséquences pour les éditeurs eux-mêmes, privés de l'accès à ces manifestations, qu'ils soient en clair ou qu'ils soient payants, puisque Canal+, bien évidemment, subit aussi l'effet de cette concurrence, et conséquences, je l'ai dit, sur le piratage. Donc il nous paraissait souhaitable d'ouvrir cette réflexion pour voir dans quelle mesure, sans ignorer naturellement les contraintes juridiques très fortes et singulièrement le droit européen, cet encadrement pourrait permettre de mieux prendre en compte cette difficulté. On a évoqué quelques idées, donc avoir une consultation publique sur les modalités de l'appel d'offres, une étude d'impact et de risque associée aux modalités de l'appel d'offres, ou encore, le cas échéant, une saisine pour avis sur la procédure de l'autorité de la concurrence et de notre Conseil. Nous avons également, à cette occasion, rappelé l'actualité qui demeurait à nos yeux de faire évoluer le décret fixant la liste des événements d'importance majeure. C'est un dossier sur lequel le gouvernement précédent nous avait consulté de mémoire en 2019, me semble-t-il. À l'époque, dans une procédure, j'allais dire presque d'urgence, il fallait rendre notre avis sans délai, ce que nous avons fait, c'est conformer à ce qui nous était demandé. Et je constate que l'urgence devait être relative, puisque nous sommes aujourd'hui en 2021 et que le texte est actuellement resté en l'état. Il y a eu aussi un rapport parlementaire du sénateur David Assouline, comme vous le savez. Tout à fait. Parce que, je rappelle, enfin vous le savez, pardon, ce truisme, que ce décret est aujourd'hui le seul instrument qui permet de garantir aux téléspectateurs un accès gratuit à un certain nombre de manifestations sportives parmi les plus populaires. On pourra y revenir. Troisième sens de mon intervention, troisième point de mon intervention, et je ne voudrais pas être trop long, quelques commentaires sur les perspectives d'évolution du marché des droits sportifs vu du point de vue du régulateur. Et je voudrais sur cet aspect-là souligner peut-être deux évolutions principales. Là aussi, vous avez fait allusion, Monsieur le Président, dans votre propos introductif. La première a trait au déplacement progressif de la concurrence vers les géants du numérique
qui se positionnent de plus en plus sur ce marché en disposant de capacités d'investissement très significatives. C'est une problématique générale du monde des médias. On est dans une période d'accélération de la constitution d'opérateurs extraordinairement puissants, à la fois au plan technologique, mais aussi au plan financier. On a assisté aux États-Unis à des opérations de consolidation très spectaculaires entre Disney, Fox, plus récemment Warner et Discovery, l'acquisition des studios Metro-Goldwyn-Mayer par Amazon. On pourrait citer d'autres exemples. Et donc on a désormais sur ce marché mondial de l'image, pour employer une expression générale, des acteurs qui ont une force de frappe en matière d'acquisition de droits, en matière de cinéma, en matière de production audiovisuelle et dorénavant en matière sportive, extrêmement spectaculaire, qui vient changer la donne. Vous savez qu'Amazon a ainsi acquis des droits au Royaume-Uni. Ils sont présents sur l'US Open, ils sont présents sur les tournois de la TP-WTA, ils sont présents maintenant sur la première ligue anglaise, ils sont présents en Allemagne et en Italie avec la Ligue des Champions. En France, ils ont acquis une partie des droits de Roland-Garros, plus les droits de la Ligue 1 de football dans les conditions que vous connaissez. Le service Pass Ligue 1, il passe ça pour faire de la publicité à l'intéressé, mais lancé par Amazon donc en fin juillet de cette année, est accessible uniquement aux abonnés au service Prime pour un tarif d'un petit peu moins de 13 € par mois, sans engagement, et permet donc l'accès aux 8 matchs par journée de la Ligue 1. Pour la Ligue 2, les 8 matchs détenus par Amazon seront disponibles sur le Pass Ligue 1 dès la 11e journée. Donc voilà, un élément nouveau et probablement structurel du paysage qui est la présence dorénavant de ces acteurs très puissants. Deuxième évolution qu'on observe, c'est la tendance qui se manifeste à acheter de plus en plus les droits de compétition sportive pour un grand ensemble de pays. Ce n'est pas uniquement une offre nationale, on vient d'en citer des exemples, mais c'est l'acquisition de droits pour un groupe de pays, un ensemble de pays, par des agences ou directement par des grands groupes audiovisuels. Donc, typiquement, bien évidemment, les acquisitions du groupe Discovery, que l'on connaît sur les Jeux Olympiques, ou du groupe Bein Sport, également bien connu. Et donc le marché pourrait à l'avenir dépendre de façon croissante de ces acteurs internationaux, au détriment des acteurs nationaux qui risquent de connaître des difficultés pour se positionner sur des droits attractifs. C'est une préoccupation que les acteurs nationaux français nous expriment beaucoup, qu'ils soient privés en clair ou privés payants, groupe TF1, groupe M6, Canal+, mais aussi, bien évidemment, le service public qui exprime régulièrement ses préoccupations. La présidente de France Télévisions a été auditionnée à l'Assemblée nationale pas plus tard qu'hier et a rappelé à juste titre ses préoccupations. Et donc, je crois très, très important et très heureux que l'Assemblée nationale se mobilise sur cette question, donc de réaffirmer le droit pour les Français de pouvoir accéder sur les chaînes en clair à une offre sportive suffisamment large. Je l'ai dit, le sport joue un rôle fédérateur tout à fait essentiel dans un pays où les facteurs de division et où l'archipel français tente à devenir une caractéristique. Nous avons besoin de ces événements fédérateurs et donc il faut être très attentif à ne pas priver les téléspectateurs de cette donnée. J'ajoute, s'agissant du service public, que ça milite à nos yeux. Le CSA s'est régulièrement prononcé sur ce point pour disposer aussi d'un service public fort et avec un niveau de financement. J'évoque ça puisque la question du devenir de la contribution à l'audiovisuel public sera posée d'ores et déjà avec la fin de la taxe d'habitation à échéance 2023. Préserver une ressource affectée, une ressource pérenne qui donne au service public les moyens de porter une ambition et de garder bien évidemment son indépendance, mais une ambition notamment en matière sportive nous semble un élément très, très important.
En tout cas, c'est un sujet sur lequel l'ARCOM, qui se veut une institution proche des préoccupations des Français, elle est là naturellement pour accompagner aussi les éditeurs face aux mutations du secteur, mais notre mission, celle que nous confie le législateur, c'est de répondre fondamentalement à des préoccupations qui seraient celles de nos concitoyens, sera très, très attentif. Il faut permettre au public d'accéder en clair aux événements sportifs, ce qui implique que les professionnels du sport et les acteurs du paysage audiovisuel laissent une possibilité d'accès aux droits de retransmission de ces événements, le service public, mais les acteurs privés, je l'ai dit. Voilà, pour conclure, donc, je soulignerai que nous serons bien évidemment très vigilants sur ce point. Notre régulation n'est pas qu'une régulation économique, technique ou politique, mais touche à ces aspects très, très concrets et à ces attentes très concrètes de nos concitoyens. Je tenais à souligner ce point devant votre mission. Voilà les quelques mots que je voulais dire en propos introductif, et naturellement, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Vous avez évoqué à l'instant le courrier adressé par le CSA au gouvernement sur le processus d'encadrement d'attribution des droits télé. C'est un courrier qui est public, Monsieur le Président ou... C'est un courrier qu'on pourra vous communiquer. D'accord. C'est un courrier qui entre, y compris dans les détails, je dirais, dans la durée d'attribution, sur comment on pourrait allotir. C'est un courrier dans lequel on exprime les préoccupations que j'ai soulignées devant vous sur le fait qu'il faut engager une réflexion qui dépasse naturellement les simples attributions du régulateur. Nous, on a un champ de compétences qui est défini, qui souligne le fait que la problématique en la matière ne peut pas être résolue que par l'application stricte du droit de la concurrence, à nos yeux. Il y a un élément de politique publique en faveur du sport. Il y a une problématique de nature juridique, bien évidemment. Voilà, il y a une série de paramètres à prendre en compte. C'est pour ça qu'on soulignait l'utilité de lancer une réflexion collective. Les travaux de votre mission vont bien sûr y contribuer. Voilà l'essentiel des points qu'on mentionne. Donc c'est une lettre à caractère général pour alerter et dire, après l'épisode Mediapro, il y a des enseignements à tirer. Il faut probablement qu'on se projette vers l'avenir pour voir comment on peut collectivement trouver de meilleures réponses. La Ligue porte une mission de service public en matière de football. Il ne faut jamais oublier cette dimension. Derrière cette problématique, il y a aussi la vie des clubs, il y a aussi la vie du sport amateur qu'il faut avoir, parce qu'on voit bien, l'épisode Mediapro a des conséquences en cascade, il y a des conséquences sur les éditeurs, ça a des conséquences pour le téléspectateur, on l'a dit, mais ça a des conséquences aussi pour les clubs professionnels et amateurs, puisque, comme vous le savez, le rendement de la taxe Buffet s'en voit affecté cette année de l'ordre de 15 millions d'euros. Voilà, c'est l'estimation que nous avons faite. Et nous avons un engagement du gouvernement à compenser cette somme lors de l'examen du projet de loi rectificatif qui aura lieu en fin d'année. Enfin, 15 millions d'euros quand même par rapport à un rendement attendu qui a été pour une fois d'ailleurs déplafonné ou élevé le plafond l'an dernier grâce à l'action des différents parlementaires. Je passe la parole à monsieur le rapporteur. Voilà, c'est un petit jeu de tennis. Merci, Président. Et merci, Monsieur Mestre. Très intéressant parce que, effectivement, vous avez donc un rôle et une expertise qui fait on vous demande votre avis, donc, et vous le donnez, donc c'est très bien. Donc on est, en tout cas, ça tombe bien, le timing est bon pour effectivement l'avis que vous avez pu rendre à l'autorité de la concurrence. Donc bien évidemment, je le répète, si cette information est publique, elle viendra enrichir donc les travaux de cette mission et surtout son rapport. Parce que j'ai envie de vous dire bienvenue dans l'émission et dans cette mission-là qui se veut une mission j'ai envie de dire peut-être de constat déjà de la situation telle qu'elle est, telle qu'elle a été aussi traitée, mais surtout aussi pour se projeter sur des solutions et éviter à nouveau de connaître donc une histoire qui fragilise et surtout qui, in fine, pénalise l'ensemble du sport en France, qu'il soit
donc le sport professionnel, le sport amateur, mais aussi bien sûr la filière audiovisuelle. Donc juste si on peut avoir, et lors de nos différentes auditions, dans ce cadre-là de recherche un petit peu d'évolution possible, en tout cas de réflexion, il avait été évoqué, je voudrais juste votre avis, alors en tout cas si vous pouvez le formuler, mais sur des propositions d'évolution dans le cadre de ces appels d'offres et de cette procédure d'appel d'offres notamment. Donc l'allongement de la contrat des durées de diffusion, est-ce que déjà sur le principe c'est quelque chose qui on parle de 6 à 8 ans, en tout cas certains acteurs se sont exprimés là-dessus. Également, en tout cas, un questionnement sur la régulation plus forte, justement, de ces appels d'offres, que ce soit par la loi ou au vue réglementaire, qui pourrait passer par, j'ai envie de dire, une forme de conseil du sport professionnel, qui serait un conseil, d'ailleurs, avec des compétences assez larges, puisqu'on voit bien ici que, et on comprend ici que la valeur, notamment, des droits TV est une valeur avant tout qui est celle que veulent bien donner les acquéreurs, qui sont des acteurs donc de l'audiovisuel, c'est-à-dire sur une autre dimension qui n'est pas qu'une dimension sportive quelque part, donc c'est-à-dire qui est un peu déconnecté justement, et c'est là où on a eu beaucoup de questions sur quelle est la valeur aujourd'hui des droits TV réels, mais aussi parce qu'il y a d'autres enjeux, les droits TV concernant le foot donc, et le défaut particulièrement de Mediapro ont mis en avant donc une conséquence directe, c'est la télédépendance des modèles économiques des clubs professionnels. Et en ça, donc, comme toute entreprise, en tout cas même tout investissement, mettre les œufs dans le même panier n'est pas forcément donc un adage d'équilibre, en tout cas de pérennisation du modèle. Et c'est donc d'où le but aussi de trouver des diversifications. Donc peut-être qu'aussi, j'ai envie de dire, cette forme de conseil, de supervision pourrait accompagner dans son ensemble une stratégie, que ce soit une discipline, le football, mais surtout toutes les disciplines, parce que je crois que la stratégie audiovisuelle, vous avez dit, les sports ne sont pas égaux devant les droits TV quelque part, puisqu'il y en a pour lesquels certaines disciplines pour lesquelles c'est un véritable enjeu économique aussi, en tout cas je vais dire de conforter leur modèle économique. Mais il y a également des questions à trait, j'ai envie de dire, à d'autres enjeux qui sont l'investissement dans les structures sportives de la part des clubs, également donc, je dirais une forme de contrôle peut-être des charges qui sont aussi assez pesantes sur le compte de résultats des clubs. Je pense bien sûr donc à la masse salariale. Donc il a été évoqué notamment le salary cap en tout cas c'est une réflexion qui est en cours. Voilà. Donc ces trois choses, qu'est-ce qu'elles vous inspirent déjà? Merci, monsieur le rapporteur. Je vous remercie de m'avoir posé les questions. Alors, sur le premier point, sur l'allongement de la durée des contrats de diffusion, donc, comme vous le savez, le Code du sport donc, stipule que les contrats de commercialisation des droits télévisuels par une ligue professionnelle sont conclus donc, pour une durée qui ne peut excéder 4 ans. Donc élargir la durée à 6 ans permettrait à la ligue professionnelle d'avoir une visibilité à long terme sur ses recettes en droit télévisuel, de conforter son économie et celle des clubs par voie de conséquence, puisqu'on voit bien l'effet très, très perturbant, vous venez de le souligner en citant une série de chiffres pour les clubs, d'avoir cet effet de yo-yo. Les diffuseurs, de leur côté, nous semble-t-il, pourraient construire une offre éditoriale et une stratégie commerciale sur le long terme de façon plus sereine. Voilà, c'est des entreprises qui ont besoin de visibilité, comme beaucoup d'entreprises, naturellement, mais visibilité de stabilité. Alors c'est vrai que ça impliquerait pour eux un investissement sur un plus long terme et donc une prise de risque potentiellement plus risquée. Et ça aurait aussi pour effet de geler les dynamiques et les positions du marché et potentiellement donc de priver pour une période prolongée, si on allait à 6 ans, un autre diffuseur
sur l'opportunité de renforcer son offre, dès lors que les conditions des appels d'offres permettent à des diffuseurs d'être effectivement compétitifs devant des acteurs globaux. Donc voilà, il y a du pour, plus de stabilité, plus de visibilité, une politique, une stratégie plus pérenne, plus sereine d'une certaine façon pour les éditeurs, mais il y a une part d'inconvénients sur l'effet de gel sur le marché et l'effet de risque quand même pour les acteurs de se décider pour une longue période et sur des montants pour le coup qui sont très, très significatifs. Sur la régulation des appels d'offres dans la loi, donc je le disais dans mon propos introductif et dans l'avis qu'on a rendu le 8 avril, l'avis à l'autorité de la concurrence, vous l'avez peut-être eu, était un avis public pour le coup. Donc si vous ne l'avez pas, donc, je pourrais vous le laisser, on l'a amené avec nous. Donc on avait dressé, je l'ai dit, le constat, voilà, je l'ai souligné, que le monopole de la Ligue et les procédures qu'elle a mises en place maintenant depuis une vingtaine d'années favorisent l'inflation. Et j'ai souligné les conséquences sur cette inflation, les conséquences de cette inflation. Je n'y reviens pas. C'est la raison pour laquelle donc, on avait souhaité que cette réflexion élargie soit engagée. Il faut effectivement qu'on arrive à trouver une forme de régulation. J'ai donné quelques indications, études d'impact préalable, consultation éventuelle préalable de l'autorité de la concurrence, consultation préalable du CSA sur la mécanique telle qu'elle est envisagée pour mieux apprécier les conséquences et pouvoir éclairer le processus de décision de façon supérieure. Étant précisé, mais vous le savez bien, qu'on a des contraintes fortes liées au droit de la concurrence au sein de l'Union. La question de la publicité après 20 heures sur France Télévisions lors des manifestations sportives donc, a été soulevée régulièrement. J'ai entendu la présidente qui, avec constance, a évoqué ce point à nouveau hier. C'est une piste qui avait été avancée, vous le savez, par le Conseil d'État également dans son intéressant rapport sur le sport de l'année dernière. Oui, c'est ça. Bon, là, c'est bien évidemment une responsabilité du législateur de faire évoluer l'interdiction qui pèse sur France Télévisions. Il faut bien rappeler, et là le régulateur est dans ce rôle en le faisant, qu'on a un équilibre de marché à trouver, on a une évolution de la publicité que l'on connaît, avec une captation croissante par les acteurs du numérique, Google et Facebook pour ne pas les citer, et donc des modèles économiques des acteurs privés qui sont aujourd'hui interrogés. Et dans certains projets de consolidation qui sont aujourd'hui engagés, sur lesquels nous sommes saisis et sur lesquels nous serons amenés à nous prononcer l'année prochaine, ainsi que nos collègues de l'autorité de la concurrence, ce paramètre doit être pris en compte. C'est une réflexion, à mes yeux, qui est vraiment indissociable de celle qui sera menée sur le devenir de la contribution à l'audiovisuel public. Quelle suite voit-on à la fin de la taxe d'habitation à partir de 2023 en matière de financement de l'audiovisuel public? Sous quelle forme, quelle collecte, quel type de contribution, quel montant de contribution? Là aussi, avec une stabilité et une durée qui me paraît indissociable. Donc, je pense se prononcer ex abrupto sur cette réouverture de la publicité sans avoir cette réflexion préalable sur ce que seront les règles de financement du service public me semblerait de nature à déséquilibrer un peu le paysage. Il faut qu'on ait une réflexion sur les deux pans si on veut avoir une approche équilibrée de l'ensemble des éditeurs du secteur. Alors, faut-il créer, c'est une question que vous posiez, une nouvelle instance dotée d'une mission de concertation, de contrôle de l'attribution des droits de diffusion? Oui, c'est ça. Alors,
Écoutez, d'une certaine façon, je vous ai donné un peu le sens de notre réponse dans mon propos. Hein. Je pense que l'autorité de la concurrence, avec le champ de compétences qui est le sien, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec le champ de compétences propre à cette autorité demain pour l'ARCOM, voilà, sont déjà de nature à pouvoir, chacun avec leur positionnement propre, donner un sentiment, donner un éclairage. L'avantage de la position de l'ARCOM, c'est qu'on est en surplomb de l'ensemble du paysage. On peut observer l'ensemble des paramètres du secteur, avoir une vision panoramique, je dirais, des problématiques du secteur et des difficultés ou des tensions qui peuvent exister entre les éditeurs. Donc on peut être amené, s'il y avait ces procédures de consultation sur les modalités des appels d'offres, à donner un éclairage sur une étude d'impact ou de risque associée aux modalités de pilotage des procédures d'appel d'offres. Donc voilà, c'est un petit peu notre sentiment sur le sujet. Oui. En fait. Alors, ce qui est ressorti, vous l'avez dit vous-même dans vos propos liminaires, effectivement, le principe même de cet appel d'offres est un principe d'enchère, de mise en enchère, avec un objectif très clair, et puis, j'ai envie de dire, inévitable, qui est la maximisation de la valeur et du prix. Toute la subtilité, et parce qu'on est contraint par un droit de la concurrence européenne, effectivement, et qu'on a bien vu quand même dans cette affaire Mediapro, qu'il y a aussi un aspect qualitatif, dans le sens où la qualité de l'exposition du diffuseur, en tout cas son potentiel de diffusion, a été, en tout cas on a pu le constater par les chiffres, donc peut-être remis en question assez rapidement et mis en doute lorsqu'on a vu donc les premières semaines d'exploitation de la part de Mediapro. Et là, c'est Romain Ourès qui s'est exprimé lui-même sur ses difficultés à capter en tout cas à fidéliser des abonnés. Eu égard aussi, donc, bien sûr, un phénomène en recrudescence pendant cette période-là de 2020, à savoir donc le piratage illégal sportif. Mais on a senti aussi, et vous l'avez dit vous-même, que très certainement, il y a toujours le facteur prix qui rentre en ligne de compte, comme tout consommateur de produits qui regarde le prix, mais aussi sa qualité, que le prix était un facteur aussi peut-être, je dirais, qui n'a pas... qui a participé peut-être à un engouement pour certains pirates, donc ce qui ne les excuse pas du tout, hein, mais peut-être une explication supplémentaire, mais aussi la balkanisation de l'offre, et vous l'avez dit aussi, sur un problème de lisibilité. Donc, du coup, effectivement, toute la subtilité de savoir comment, et déjà de votre point de vue, est-ce que des critères qualitatifs pourraient être donc associés et valorisés davantage dans les propositions des appels d'offres? Est-ce qu'il y a des possibilités techniquement, encore une fois, je parle à l'ESP, hein, mais on essaie de voir et de trouver peut-être des moyens d'équilibrer un objectif très clair de financement du sport, mais également d'exposition au plus grand nombre, d'un point de vue peut-être très, très politique, mais parce qu'il est important que le sport soit vu pour qu'il soit, je veux dire, désiré en tout cas comme spectacle, mais aussi comme levier pour le bien-être, et la cohésion, enfin tout ce que vous pouvez et on peut imaginer. Et pour compléter ce que vient de dire le rapporteur, et vous l'avez souligné dès vos premiers propos tout à l'heure, Monsieur le Président, ça nous a été confirmé, y compris par France Télévisions, mais aussi la chaîne L'Équipe, qui est vue en clair. Le sport, ça constitue des audiences très très importantes. Sur les Jeux Olympiques, il y a eu près de 50 millions de Français qui ont regardé sur le service public, mais la chaîne L'Équipe aussi a fait des replays, comme on dit, sur les Jeux paralympiques, qui ont été vus par 12 millions de Français sur des extraits. On nous a cité des audiences pour des disciplines sportives qui sont considérées à tort d'ailleurs, comme étant plus confidentielles que les autres, comme le triathlon ou le biathlon, qui avoisinent le million d'auditeurs. Et on nous a cité, puisque c'est un petit peu l'objet aussi de la question, la complémentarité très forte, par exemple, du partenariat qu'a initié Amazon avec la chaîne L'Équipe pour ce qui concerne les matchs de Ligue 2. Alors à la fois sur les 8 premières journées, sur l'ensemble des matchs diffusés,
Et puis maintenant, le multiplex qui continue aussi et qui par ailleurs est accessible et qui recueille visiblement aussi plusieurs millions de téléspectateurs sur l'ensemble du week-end. Donc ce que je voulais peut-être compléter aussi dans la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver des modalités dans les attributions de droits télé qui permettent finalement une bonne complémentarité entre l'offre payante d'un côté, sans léser quelque part, hein, sur le plan commercial et sur le plan de la valorisation des droits, les opérateurs qui acquéreraient les droits, et aussi avoir une complémentarité en termes de diffusion en clair ou gratuite, et voilà, et comment ça peut aussi s'articuler dans un allotissement. Écoutez, je serais tenté de dire que par votre question, d'une certaine façon, vous donnez la réponse. Il faut qu'on arrive collectivement à construire un modèle qui trouve un point d'équilibre. Il faut d'un côté arriver à préserver l'accès en clair pour nos concitoyens à une série de manifestations sportives. Donc ça suppose d'une part que les éditeurs aient une ressource suffisante pour pouvoir enchérir dans des conditions normales avec les évolutions tendancielles du marché. Ça vaut pour les acteurs privés, ça vaut pour le service public. Donc j'ai donné mon éclairage là-dessus. Pour le service public, ça veut dire quelle ambition a-t-on pour lui, que prévoit-on dans les contrats d'objectifs et de moyens du service public pour les périodes à venir, quelle structure de financement lui donne-t-on, et donc question du devenir de la contribution à l'audiovisuel public. Pour les acteurs privés, c'est à la fois l'organisation de ces acteurs qui peut être en question, qui disposent des ressources nécessaires, et de préserver les ressources de financement qui sont les leurs, et en particulier la ressource publicitaire. Mais c'est aussi, je l'ai dit, une approche qui peut être réglementaire. Elle ne peut pas, à mon sens, être que réglementaire, parce qu'on est aussi sur un marché, et que ce marché a des effets induits pour le financement des clubs de façon générale et pour le financement de la politique du sport. Mais le décret sur les grands événements est aussi un paramètre au regard du fait que les acteurs qui agissent sur le marché, qu'ils soient de service public ou privé, puissent agir. Donc ça c'est un premier bloc d'éléments. Le deuxième, l'investissement des plateformes numériques dans le secteur du sport n'est pas en soi un élément négatif. Nous sommes en train de travailler, nous, au sein du Conseil sur la mise en œuvre de la directive services médias audiovisuels et sur sa déclinaison sur les plateformes de vidéo par abonnement. On est en train de négocier les conventions que nous devrions conclure avec eux au titre de ces textes. C'est un mécanisme qui va permettre de faire entrer dans le financement de la production des sommes très, très substantielles et de contribuer à la vitalité de la création française. Donc le fait qu'ils soient présents sur les manifestations sportives, qu'ils investissent dans ce secteur au bénéfice de la filière du sport, n'est bien évidemment pas en soi négative. La seule chose, c'est qu'il faut tirer un peu les leçons de l'épisode Mediapro, je dirais, et d'éviter d'arriver à des mécanismes qui ont, au bout du compte, un effet d'éviction. Parce qu'on est sur des zones de prix telles que le consommateur ne peut pas suivre. Je veux dire, même si vous êtes très amateur de football, ce qui est mon cas, 25 € par mois, il y a un moment où c'est très clair. Alors l'opérateur avait peut-être d'autres ambitions au moment où il a enchéri du côté de la Ligue. Donc voilà, là aussi, il faut arriver à trouver un point d'équilibre. Il faut que dans l'organisation, troisièmement, des procédures d'appel d'offres, on l'a évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cette audition, on arrive tout de même à maîtriser l'inflation des droits. Je pense que la structure des appels d'offres telle qu'elle a été construite jusqu'à maintenant a alimenté quand même cette progression très, très spectaculaire. Alors, très bien, le football français en a bénéficié, mais on voit bien qu'on arrive à un moment à des limites. Donc comment peut-on mieux encadrer? On a donné quelques pistes nous-mêmes avec ces idées d'études d'impact préalable, de consultation de l'autorité de la concurrence, de nous-mêmes. Voilà, essayer de trouver Donc il faut arriver à jouer sur plusieurs paramètres pour
on essaye de dégager un meilleur point d'équilibre. L'exercice n'est pas simple. Je ne dis pas que voilà, si on avait la solution, on ne serait pas réunis ce matin ensemble. Pardon. Alors, est-ce que lorsqu'on a travaillé et lorsqu'on a souhaité inscrire dans la loi ce nouveau dispositif, cette ordonnance notamment dynamique qui était une innovation, on va dire juridique, permise par le sport, j'aime bien le dire parce que c'est grâce au sport on est allé chercher effectivement une forme d'innovation juridique. On a pris pour exemple et on s'est basé effectivement sur ce qui avait été fait pour la protection donc des droits d'auteur des œuvres cinématographiques. Et on avait connu à un moment donné cette balkanisation aussi de l'offre concernant le cinéma, l'œuvre cinématographique, sur lequel ensuite il y a eu, puisque vous l'avez rappelé, on parle d'un marché, donc il y a une logique de marché, et il y a eu une forme de rationalisation, pour le coup, qui aboutit à un Netflix, ou un acteur plusieurs quand même, pas seul, mais en tout cas, un acteur donc unique. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera, et que la situation qu'on vit ici, parler d'inflation des droits, nécessairement donc à arriver à un Netflix du sport ou je dirais une concentration sur un seul acteur, et là on pourrait parler donc plutôt dans ce cas avec l'actualité d'un Amazon du sport, donc des sports. Alors, rien n'est plus difficile que de prédire l'avenir, monsieur le rapporteur, comme vous le savez. Alors, on voit des débuts de stratégie quand même qui se dessinent. Amazon, bon, à l'évidence, commence à déployer une stratégie. On a d'autres acteurs du même type. Sur les grands acteurs des réseaux sociaux, on voit également des tentatives. C'est des acteurs qui brassent des sommes très considérables. Certains responsables du secteur sportif, je pense notamment au football, ont appelé de leur vœu, d'une certaine façon, ce modèle-là, un petit peu, effectivement, sur le modèle de Netflix. Une entreprise comme Netflix, à ce stade, a été assez prudente dans ses expressions. Elle investit aujourd'hui beaucoup dans le documentaire sportif. Mais là, à ce stade, son président laissait entendre qu'il ne voulait pas se risquer sur ce mode-là. Je pense que les tests de marché qui sont en cours, j'allais dire, vont être un petit peu des révélateurs. Quelles vont être les audiences de ces manifestations? On a peu de données à ce stade. Il y a quand même un sujet de transparence. Et je profite de cet échange, je le dis régulièrement devant la Commission des affaires culturelles de façon générale, la régulation des acteurs du numérique suppose quand même d'avoir un accès clair et transparent à la donnée. Si on veut être en situation de réguler, il faut y porter une attention. Donc je pense ça va dépendre un peu des audiences, ça va dépendre un peu des tests de prix. Là, on voit par exemple sur Amazon, sur la Ligue 1 de football, ils ont fixé un tarif que vous connaissez légèrement en dessous de 13 € pour les droits de la Ligue 1. Comment le consommateur lui-même va s'adapter, va adapter son comportement, c'est encore une inconnue. Il y a un acteur national qu'on n'a pas suffisamment évoqué, je pense quand même, ce matin, c'est Canal+. Canal+ est un acteur central de notre paysage audiovisuel. C'est un acteur essentiel pour la vie et le financement du cinéma, bien évidemment, mais c'est un acteur très actif et très présent sur le sport, avec une diversification de l'offre, d'ailleurs. Il faut le souligner, les sports mécaniques ou d'autres disciplines sur lesquelles ils ont beaucoup investi ces dernières années par rapport au football et aux échanges qu'ils ont pu avoir avec le secteur du football. Il faut que dans notre réflexion... mon commentaire est général d'ailleurs sur la réflexion de l'audiovisuel, qu'on prenne en compte aussi la situation de Canal+. Oui, pardon. Non,
Alors justement à ce sujet, à ce propos, donc vous faisiez allusion à Canal+ et en lien donc avec le financement de la création audiovisuelle. Est-ce qu'il y a très clairement, il y a des conséquences que vous voyez déjà sur, je veux dire, cette attribution des droits de football à Amazon par rapport à diffuseurs historiques ou par rapport à Altice ou beIN? Est-ce que En tout cas, on évoquait Canal+, donc le modèle de Canal+, on voit bien, a quand même évolué au fil du temps, et la stratégie de Canal+ de ces dernières années également a évolué, avec une forme de plateformisation maintenant qui est très marquée dans la stratégie de l'entreprise. Voilà, moi j'insiste vraiment, je viens de le dire, sur le fait que dans la réflexion, il faut que les acteurs nationaux, et singulièrement celui-là, pas seulement celui-là, hein, les autres acteurs privés, le service public, soient pris en compte. On a des acteurs nationaux, ils jouent un rôle clé, le service public est présent sur des grands événements, les Jeux Olympiques, vous avez évoqué les Jeux Paralympiques, qui a été pour beaucoup de Français quand même un moment très spectaculaire, des moments d'émotion formidables, des découvertes de grands champions de sport. On a des acteurs privés, TF1, M6, qui aiment le sport, qui manifestent. On a un groupe Canal+, qui est très actif sur ce secteur-là. Bon, arrivons à trouver un modèle d'équilibre, déjà pour nos acteurs nationaux, avant de les mettre en position de fragilité par rapport à des acteurs externes venus d'autres continents. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, la directive audiovisuelle, qui a été transcrite il y a quelques mois maintenant. À cette occasion, lors de l'audition d'Amazon, la semaine dernière, j'ai posé la question de savoir où était le siège social de Prime Video. Et il m'a été répondu à Munich, en Bavière. Et donc, ma question a été très simple, c'est savoir si par rapport aux obligations, aux droits et aux devoirs qui découlent de la directive audiovisuelle, la directive du service sur les opérateurs qui retransmettent un certain nombre et qui diffusent un certain nombre de manifestations sportives. Est-ce qu'il n'y avait pas une distorsion là de droits et de devoirs vis-à-vis des autres opérateurs qui, eux, diffusent et qui ont leur siège social ici en France? Nous avons toujours souligné, hein, à chaque fois qu'on a été consulté sur tous les textes de loi qui nous amenaient à étendre le champ de la régulation d'une façon générale aux acteurs de la sphère digitale, de faire en sorte que nous ayons en face de nous un interlocuteur désigné sur le plan national pour qu'on puisse effectivement avoir, alors c'est le cas pour la transposition de la directive SMA en matière de droits de production, donc nous négocions avec les représentants nationaux dûment habilités les conventions que nous sommes en train de conclure avec eux. Et dans le dialogue que nous avons au titre de la loi relative à la manipulation d'informations, demain la loi principe de la République sur les contenus haineux sur Internet, là aussi vis-à-vis des réseaux sociaux, les textes ont prévu qu'il fallait que nous ayons en face de nous un interlocuteur. Alors ça ne veut pas dire que les responsables européens ou les responsables de la maison mère aux États-Unis sont absents. Le vice-président de Google est en Europe. Était en Europe depuis le début de la semaine, donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer en début de semaine. Les équipes françaises étaient présentes. Quand Reed Hastings vient en France pour Netflix, voilà, il passe nous voir, on dialogue aussi avec lui, mais on a en face de nous des interlocuteurs, et ça, je pense, c'est vraiment un point très important pour avoir une bonne régulation. J'ajoute que dans ces dispositifs de régulation, on est quand même maintenant inscrit dans un modèle européen très large. Nous sommes membres, pour ce qui nous concerne, du réseau des régulateurs européens, l'ERGA, et que cette régulation des acteurs devient de plus en plus européenne. Donc on partage beaucoup de choses avec nous, ensemble, et très souvent, ça nous arrive d'interroger notre homologue, où se trouve installé le siège de tel ou tel opérateur, pour avoir un certain nombre d'informations. Dans la directive SMA que vous évoquiez, comme vous le savez, il y a deux types d'obligations. Il y a l'obligation, en tout cas pour les acteurs qui ciblent notre territoire, de contribuer au financement de la production cinéma et audiovisuelle, mais ils ont aussi l'obligation d'exposer au moins 30% d'œuvres du catalogue d'origine européenne dans leur catalogue. Et ça, c'est une obligation qui est suivie par le régulateur du pays
d'implantation de la plateforme. Donc on est en dialogue avec eux pour leur demander une série de données. Et donc ça, il faut qu'on ait effectivement une règle du jeu qui soit claire et transparente à la matière. Vous avez raison. Parce qu'ils nous ont évoqué le fait que, de toute façon, la contribution à la production audiovisuelle, et puisque vous venez d'évoquer là aussi sur le 30% de catalogue européen, c'était de toute façon une exception au principe du pays d'origine dans la directive. Hein, donc ça devrait donc s'appliquer aussi. C'est une ligne que nous défendons beaucoup. La directive SMA, à nos yeux, est un vrai progrès de ce point de vue-là, parce qu'on déroge à la règle européenne du pays d'implantation pour appliquer la règle du pays de destination. On a un modèle de financement de la culture particulier que vous connaissez bien, et ces directives nous permettent d'appliquer ce modèle à des acteurs qui ne sont pas sur notre territoire, mais qui ciblent notre territoire et dans des proportions importantes. Et ça, c'est un principe de rééquilibrage des situations qui est quand même très sain. On a des acteurs puissants qui ne sont pas sur notre territoire, qui ne sont pas soumis à notre fiscalité, qui ne sont pas soumis à nos charges sociales, qui n'étaient pas soumis jusqu'à maintenant aux règles de financement de la production, et qui maintenant vont l'être, et donc on rééquilibre la situation par rapport aux acteurs traditionnels. Et donc ça nous paraît important sur un autre registre. L'Europe est en train de porter un projet de règlement sur la responsabilité des plateformes, des grandes plateformes systémiques de l'Internet, le DSA. Bien. C'est un texte qui aujourd'hui privilégie toujours la règle du pays d'implantation. Nous, en tant que régulateurs, on souligne le fait qu'il faut que le pays de destination, d'une façon générale, dans la lutte contre les contenus haineux, puisse lui aussi jouer son rôle, et pas seulement se reposer sur ce que fera le régulateur du pays d'implantation sur des sujets aussi sensibles. Donc voilà, sur cette problématique-là, c'est important que les États gardent quand même un droit de regard, pour des raisons aussi de simple équilibre par rapport aux acteurs nationaux du marché. Oui, non. Alors, on va vous entraîner encore puisqu'on a quelques questions supplémentaires pour pouvoir donc être au top sur cette gymnastique, effectivement. Non, je voudrais juste insister sur un autre point. Alors, j'avais pu auditionner dans le cadre de je dirais, fin d'année dernière, justement, pour déjà commencer à évaluer les impacts d'un éventuel défaut de Mediapro, les sociétés de production d'images, puisque lorsque Mediapro donc, est arrivé sur le marché, il est arrivé avec ses principaux moyens techniques via sa société Mediapro France, qui travaillait déjà d'ailleurs avec BIN. Et en faisant cela, il y a eu donc une conséquence, qui est une éviction on va dire, du marché de la production, de la Ligue 1, des principales sociétés qui travaillaient plus historiquement avec Canal+. Donc pour ces sociétés, la production de football elle permet d'investir dans des moyens techniques qui sont plus évolués, plus innovants, pour produire par la suite, ou je dirais en parallèle, des spectacles, des cérémonies officielles, des rencontres sportives dans d'autres disciplines. Donc, au fait là compte tenu de ce fait-là, qu'on a pu constater, en tout cas après, est-ce que vous pensez qu'un appel d'offres sur la production des matchs pourrait garantir davantage la concurrence de ce point de vue? Écoutez, alors, on a eu connaissance, bien évidemment, des difficultés que ces sociétés de production que nous avions l'occasion d'entendre ont rencontrées à cette occasion. Écoutez, je préfère réfléchir un petit peu au sujet et vous apporter une réponse plus précise, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de réfléchir à cette question, donc on va y répondre et je vous ferai passer des éléments de réponse écrits. Sans aucun problème. Ça permet de dire qu'effectivement, comme on dit à tous les acteurs, la mission d'information est ouverte, en tout cas la rédaction du rapport, l'objectif est qu'il soit rédigé, je le rende d'ici la fin de l'année. Donc j'ai envie de dire que toute contribution écrite, même actualisation de données, puisque nous sommes dans une ère de la data, sera appréciée donc sans aucun problème. Et encore, il n'y a pas de questions pièges ou quoi que ce soit, mais c'est vrai, c'est que des réflexions. Et encore une fois, cette émission se veut de regarder les impacts et les conséquences peut-être très globales. En termes d'emploi aussi, là, c'est effectivement peut-être une dimension sociale également derrière cette question-là. Alors, je veux bien revenir sur le décret dont
dont vous parlez depuis le début dans les propos liminaires, qui est un décret dont l'actualisation, la révision est attendue. Juste les pistes pour vous de révision de ce décret-là. Et sachant que pour ma part, j'avais proposé, en tout cas j'avais souhaité mettre dans le débat lors de la projet de loi donc, de protection des œuvres porté par notre ministre Roselyne Bachelot, cette idée déjà cette nécessité, je pense, et j'avais demandé un rapport d'évaluation du décret, parce qu'il est vrai qu'il y a derrière ce décret-là un objectif de moyens, mais quelque part, comment travailler sur des objectifs de résultats, parce qu'on peut émettre quelques doutes, en tout cas. D'où l'intention du rapport pour être plus précis. Mais de manière a priori, on peut émettre quelques doutes quand on voit la part d'exposition donc du football en clair, qui est de l'ordre, en tout cas d'après les chiffres qu'on avait, de 5%, et qui est plutôt en diminution, par rapport même aux intentions même de ce décret, qui est de protéger justement, donc, en tout cas l'exposition, on va dire en clair, quel que soit l'acteur public, privé, peu importe, en tout cas une exposition, un accès plus large. Donc, est-ce que vous avez vous-même émis des avis dans sa révision? Et si oui, de quelle nature? Alors on pourra, je pense, vous communiquer notre contribution à la réflexion, qui remonte donc à 2019, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc le Conseil, en substance, s'est exprimé de manière favorable à un certain élargissement donc, de la liste des manifestations sportives couvertes par ce décret, de façon mesurée quand même, parce que pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, donc on a le souci bien évidemment de l'équilibre financier des éditeurs et puis potentiellement donc, des acteurs du sport. Il nous semblait qu'il y avait des natures de manifestations qui méritaient probablement d'être mieux prises en compte. Typiquement le sport féminin. Comme vous savez, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est très engagé sur ce sujet-là. On organise tous les ans, avec l'ensemble des éditeurs, une manifestation de promotion du sport féminin. Et je crois que les Françaises et les Français répondent de façon croissante à cette attente. Mais vous avez évoqué, Monsieur le Président, tout à l'heure, les événements sportifs paralympiques. Il y a aussi là une matière à le faire. Parmi les éléments qu'on évoquait, c'est nous donner peut-être à nous, CSA, un rôle, de médiation entre les éditeurs, parce qu'il peut y avoir des frictions dans la mise en œuvre de ce dispositif. Voilà, donc ouverture à l'élargissement, un élargissement mesuré et un régulateur qui est prêt à apporter sa contribution pour avoir une certaine fluidité dans la mise en œuvre du texte. Schématiquement, mais on vous fera passer notre contribution de 2019 sur le sujet, comme ça vous aurez tous les éléments. Non, parce que peut-être on ne le voit pas, mais c'est une gymnastique entre nous. C'est pour ça qu'on. D'accord. Je voudrais revenir sur deux sujets. Alors, depuis le début de mon mandat, je créé un groupe dans lequel d'ailleurs président et adhère aussi. C'est un groupe consacré à l'économie du sport. Et il a été souvent question, et également dans le cadre de cette mission où nous avons pu interroger la fédération de cyclisme, la ligue de cyclisme, notamment professionnelle, sur un point technique sur lequel je souhaiterais votre avis, à savoir donc de ce que nous comprenons et de ce qui nous a été dit. Il y aurait donc des possibilités d'accroissement de valeur, mais j'en dirais encadrées, à travailler sur je dirais un assouplissement des règles en matière d'incrustation,
d'incrustation. Donc, bon, bien sûr, lors de la diffusion, donc en l'occurrence là deux courses, parce que il y avait aussi les organisateurs, donc ASO bien sûr du Tour de France, mais on parlait aussi surtout d'organisation de courses qui étaient plus, on va dire, locales, à dimension plus territoriale. Donc sur cette, nous ont expliqué donc les contraintes qu'ils pouvaient avoir en termes donc d'incrustation. Et j'avais été interrogé aussi, il y avait une des discussions concernant, alors ça concerne plus le milieu du foot et du rugby, mais sur la publicité virtuelle. Je ne crois pas, et je crois que d'ailleurs, je ne sais pas si on n'a pas eu un échange, je crois que c'était avec votre prédécesseur sur ce point-là, mais savoir donc, concernant la publicité virtuelle aussi, quel est votre avis ou... Écoutez, sur ces deux points, donc là aussi je vous ferai une réponse écrite parce que je souhaite qu'on revoie un petit peu les éléments au sein des services, de voir un peu les réflexions sur le sujet, donc je vous répondrai plus précisément par écrit. Ok, ça irait plus dans le sens de la diversification des ressources. Hein. C'est pour ça que c'est des questions qui ont été ouvertes. Et puis, sachant que nous souhaitions associer tous les sports, toutes les disciplines, et réfléchir vraiment à une évolution du modèle économique du sport, hein, et pas que, bien sûr, du football. Alors, du coup, moi, je crois que j'arrive au bout de mes questions, hein, messieurs. Bon, donc nous attendons vos contributions. Alors, généralement, on fait un petit instant de pub, mais pour une consultation citoyenne que nous lançons donc à l'Assemblée nationale, qui est lancée à l'Assemblée nationale, pour justement, et qui pourra vous intéresser, et si vous voulez diffuser auprès de toutes les personnes qui sont en connexion avec vous, puisque c'est une consultation justement sur ce sujet de l'exposition du sport, de la médiatisation du sport, et également donc sur son modèle économique, et c'est une grande consultation citoyenne, c'est pour ça que j'en parle, et on a souhaité bien sûr, comme on peut vous interroger aujourd'hui, mais aussi avoir les avis et sur les comportements en termes de, entre guillemets, consommation du spectacle sportif sur les médias de la part des Français, sur leurs raisons aussi actuellement pour ceux qui seraient dans l'illégalité donc du piratage, mais aussi sur justement aujourd'hui ce qu'ils peuvent considérer de l'exposition et suffisante ou pas du sport à la télévision, et également peut-être, enfin c'est pas peut-être, mais parler aussi d'outils de régulation, mais là plus sur l'aspect économique pour voir si, je dirais, on ne peut pas diversifier davantage, et surtout sur l'état d'esprit et leur état d'esprit face à des sujets d'actualité qui concernent l'organisation du sport dans notre pays, mais au niveau européen. Et je fais référence ici à l'actualité de la Super League. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est accessible sur le site de l'Assemblée nationale, Droit TV du sport, et vous pouvez donc y répondre, Monsieur le Ministre, et votre avis aussi compte. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous.